Donc nous allons maintenant avoir la prochaine conférence qui va parler des liens entre sommeil et performance, notamment dans la manière dont le sommeil peut avoir un impact sur la consolidation des informations apprises. Alors pour nous parler de ce sujet très passionnant, nous avons la chance d'avoir la professeure Sophie Schwartz, qui a une double formation de biologiste et de psychologue, et qui dirige actuellement un groupe de recherche à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Elle étudie les mécanismes cérébraux qui permettent au cerveau adulte de se modifier suite à une expérience, et elle s'intéresse notamment, tout particulièrement, au rôle du sommeil dans l'apprentissage et dans la régulation de nos émotions. Si j'arrive à ouvrir ça. Est-ce que vous m'entendez? Non, non. Oui? Moi, je m'entends presque pas. Ça, c'est embêtant. On l'entend? Bon. Jusque tout en haut? J'ai l'habitude de cette salle et souvent ils se plaignent de ne pas m'entendre, mais c'est bon. Merci Mona. Par contre, il faut que je démarre ma présentation, qui est peut-être déjà là. Ici. Alors en effet, je vais vous parler de l'importance du sommeil pour le cerveau et l'apprentissage. Je ne sais pas si ça vous concerne, l'apprentissage, mais peut-être. Je ne suis pas encore certaine, mais... Effectivement, dans mon laboratoire, on étudie comment est-ce que le cerveau change, ce qu'on appelle aussi plasticité neuronale. C'est pour ça que j'ai mis cette illustration de Salvatore Dali, qui illustre très bien le fait que pendant le sommeil, il y a des phénomènes comme ça plastiques qui ont lieu et qui permettent à notre cerveau d'incorporer de l'information nouvelle qu'on a acquise pendant la journée. Alors le but de ma présentation, ça va être de vous plonger dans des expériences qu'on fait et que d'autres personnes ont aussi faites et de vous montrer comment est-ce qu'on peut étudier ces phénomènes-là. Ça peut vous paraître un peu bizarre, comment est-ce qu'on peut voir cette plasticité cérébrale, comment est-ce qu'on peut voir que le sommeil a un impact sur le sommeil, sur la mémoire. Alors, comme vous le savez, pendant 24 heures, ou ici même plus que 24 heures, on passe par différents états. Les états d'éveil, du sommeil, d'éveil, etc. On a des cycles. Et puis, en fait, l'éveil est très important. On vous a dit que le sommeil était très important, mais l'éveil est essentiel, comme vous le savez, pour la vie. On fait plein d'expériences nouvelles, on interagit avec notre environnement, on rencontre des nouvelles personnes, on entend les nouvelles à la radio, je ne sais pas, on fait toutes sortes de nouvelles expériences. Et de ces nouvelles expériences, on aimerait bien en mémoriser celles qui sont les plus importantes, en tout cas, et les garder, les conserver dans notre cerveau. Et c'est ce qu'on appelle la mémoire. On va mémoriser ces différentes choses. Après, le lendemain, je ne sais pas, plus tard, dans le futur, notre cerveau est modifié, mais notre comportement est aussi modifié. Parce que nous allons maintenant reconnaître, par exemple, une personne qu'on a déjà vue avant, on va se souvenir d'une information qu'on a entendue à la radio, etc. Bon, quel est le lien avec le sommeil? Eh bien, en fait, depuis environ une quinzaine d'années, il y a énormément de travaux qui ont montré de manière diverse, en fait, que le sommeil est essentiel pour la consolidation d'informations récentes en mémoire. Alors maintenant, la question, c'est comment est-ce que ça se passe, et c'est ce que je vais vous montrer durant les minutes qui suivent. Aussi, et ça sera abordé plutôt par Steven, ça a déjà été abordé ce matin, si le sommeil est important pour la mémoire, c'est un peu embêtant qu'on se trouve dans la situation où progressivement, vos élèves, nous-mêmes, on le sait tous, on a un bout de sommeil qui devient de plus en plus limité. Donc on va imaginer que si on fait ça, ça va avoir un effet néfaste, négatif sur ces processus de mémoire. Donc, le sommeil est très important pour le cerveau, et ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour étudier l'impact du sommeil sur l'apprentissage, à la fois au niveau du comportement, des performances, de la mémoire, et au niveau cérébral. Je vais vous introduire à une notion qui est un peu la chose à laquelle on croit aujourd'hui, c'est des croyances qui peuvent changer, mais c'est ce qu'on pense qui se passe aujourd'hui, c'est que pendant le sommeil, on a un traitement véritable de l'information qu'on a encodée pendant la journée. Donc c'est un traitement actif de cette mémoire. Le sommeil n'est pas un état passif. Pendant le sommeil, il se passe des choses, on va retraiter de l'information.
Et je vais vous introduire à cette notion de réactivation mnésique ou réactivation de mémoire, donc des informations encodées qui vont être réactivées pendant le sommeil. Je vais aussi peut-être évoquer le fait que ça, par le fait que des informations en mémoire sont réorganisées pendant le sommeil, eh bien, ça peut aussi contribuer à la créativité ou à la résolution de problèmes un peu complexes. Et je vais peut-être aborder très brièvement des aspects de sommeil et développement, parce qu'en fait, je vais parler essentiellement d'études qui ont été faites chez l'adulte pendant ma présentation. Mais tout ce que je vais présenter est en train d'être validé maintenant chez les populations plus jeunes, mais c'en est qu'au début. Donc il y a des choses qui sont peut-être différentes chez les enfants, parmi tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour débuter, puis c'est aussi une chose qu'on m'a mentionnée juste avant, j'aimerais insister sur le fait que le sommeil est produit par le cerveau et qu'il n'y a pas un seul état unique de sommeil lorsqu'on dort. Il n'y a pas un seul état du cerveau. Le cerveau n'est pas toujours dans le même état pendant le sommeil. Et en fait, on distingue, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais je vais vous donner les détails nécessaires et j'espère suffisants pour comprendre ma présentation, parce que ça va être repris par le docteur Perrig, qui est ici. Mais je vais vous présenter très très brièvement ces différents états de sommeil. Alors, et comment on fait pour les distinguer, surtout sur le plan de l'activité cérébrale. Ici, vous avez un monsieur qui a des électrodes qui sont simplement collées sur son crâne. Ces électrodes mesurent l'activité électrique des neurones qui se trouvent juste en dessous, sous la boîte crânienne ici. Et l'électroencéphalogramme, comme on l'appelle, est sensible au fait que des neurones s'activent plus ou moins ensemble. D'accord ? Si une population de neurones s'active de manière répétée ensemble, ils vont faire un grand signal, comme vous voyez ici. Vous voyez des grands signaux comme ça. C'est parce que tous ces neurones s'activent et se désactivent en même temps. Pendant l'éveil, que vous avez ici en haut à gauche, les neurones s'activent de manière pas très synchrone. Ils font toutes sortes de bazar, ils traitent de l'information, et c'est ce que vous voyez ici. Vous avez très peu de ces... vous avez une amplitude, comme on l'appelle, du signal qui est très petite, avec des fréquences très rapides, comme ça. Ça, on sait que c'est diagnostic de l'éveil, ça c'est l'éveil. Ensuite, on s'endort en stade N1, et progressivement, le tracé de ce qu'on enregistre ici sur cette électrode va devenir plus ample, comme vous voyez ici, plus large, avec des larges oscillations. Et ça, c'est ce qu'on appelle le sommeil lent. Donc c'est une sorte de sommeil, qui est un sommeil où le cerveau va faire des grandes oscillations comme ça. Ou on l'appelle aussi sommeil non REM, et je vais vous expliquer dans une seconde pourquoi. Et après un certain temps passé dans ce sommeil lent, ce qui est le sommeil typique, comme on pourrait le dire, on a des périodes de sommeil qui sont complètement différentes et que vous voyez ici. Vous voyez que le tracé, en fait, ressemble beaucoup plus à un tracé d'éveil. C'est comme si on était éveillé alors qu'on est en train de dormir. Et c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, parce que c'est justement un paradoxe d'avoir le cerveau qui est un peu comme réveillé, alors qu'en fait, on est complètement endormi et on est en atonie musculaire, on ne peut pas bouger. D'accord ? C'est un sommeil qui est aussi associé souvent à des rêves, une activité onirique, à des rêves très intenses. On appelle aussi ce sommeil REM, qui vient de l'anglais pour Rapid Eye Movements, parce que c'est un moment où les yeux des sujets bougent beaucoup. Alors après, il y a des théories qui disent est-ce que c'est parce qu'on est en train de suivre la scène onirique, est-ce que c'est d'autres phénomènes? On ne va pas entrer là-dedans, mais c'est pour ça qu'on appelle le sommeil aussi REM. Mais en français, on va l'appeler sommeil paradoxal. Donc ça, c'est en très bref. Maintenant, on a des cycles de sommeil lent et sommeil REM pendant la nuit qui se suivent et qui s'alternent environ toutes les heures et demie. Donc on va passer un certain temps dans le sommeil lent, ensuite un certain temps dans ce sommeil bizarre, sommeil presque éveillé, ensuite de nouveau un certain temps dans le sommeil lent. Donc on a 4 à 5 cycles par nuit et cette alternance de cycles est probablement aussi très importante pour les phénomènes que je vais vous présenter et qui concernent la mémoire. Donc, en résumé, on a 3 états principaux du cerveau. On est soit éveillé, soit en sommeil lent, soit en sommeil paradoxal. D'accord ? Donc, on a 2 états différents de sommeil. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'activité
neuronale, l'activité du cerveau, l'activité cérébrale, elle est importante dans chacun de ces états. Ce n'est pas qu'il y a un état où nos neurones ne fonctionneraient plus ou ne s'activeraient plus. Dans tous ces états, même quand on dort, dans tous les états de sommeil, nos neurones s'activent beaucoup. Et ils font différentes choses. Alors maintenant, qu'en est-il de la mémoire? En fait, j'aimerais faire un saut dans l'histoire. On va faire un saut de 100 ans, plus de 100 ans, non, d'un peu moins de 100 ans. Montrer une première expérience qui avait été faite pour essayer de voir si le sommeil a un effet particulier sur la rétention d'informations. Alors, voilà ce qui a été fait. Donc, c'est une étude qui date de 1924. Et ce qui a été fait, c'est la chose suivante. On a demandé à des gens d'apprendre des listes de 10, voilà, je me suis trompée là, 10 syllabes sans signification. D'accord? Par exemple, BAP, SHIV, JEB, d'accord? Des petits mots comme ça qui ne veulent rien dire, des syllabes qui ne veulent rien dire, puis simplement on vous en donne 10 et vous devez essayer de les retenir. C'est assez difficile, mais en général, on les retient tous si on nous teste immédiatement après. D'accord? On est assez bon, on arrive à retenir ça. Ici, vous avez 2 sujets qui ont été testés. Vous voyez, après, ici c'est le temps, après lequel la mémoire a été testée. Si on teste immédiatement après, les gens sont parfaits, ils retiennent les 10 syllabes. Si maintenant on apprend notre liste, on les teste 1 heure après, vous voyez qu'on a déjà perdu à peu près la moitié. D'accord? On a oublié la moitié des mots qu'on avait appris 1 heure avant. Progressivement, on a une courbe d'oubli ici. À la fin, on se souvient presque de plus rien quand on teste 8 heures après. Alors ça, c'est lorsque ces 2 sujets restent éveillés. Alors l'observation surprenante qu'ont faite ces 2 auteurs, c'est que si les gens dorment et qu'on teste cette mémoire, ou la rétention de ces syllabes, en fait, après environ 2 heures, on n'a plus d'oubli. D'accord? On a une courbe d'oubli qui est beaucoup amoindrie, c'est-à-dire qu'on va retenir même 5 ou 6 des mots ici, ou des syllabes, même après 8 heures. Alors vous me direz, bon, peut-être que si on est la journée, on fait plein de choses, on a des informations nouvelles qui viennent, on a plus de raisons peut-être d'oublier ce qu'on vient d'apprendre que si on est en train de dormir. Alors ça, c'est possible. C'est ce qu'on appelle un phénomène d'interférence. C'est possible que pendant le sommeil est bon pour la mémoire, parce qu'en fait, il y a moins d'interférence qui vient de l'extérieur. On n'est pas en train de traiter plein d'autres informations, de devoir encoder des nouvelles informations par-dessus. Maintenant, ce qu'on aimerait bien prouver, et c'est ce qui a été montré ces dernières années, c'est qu'il existe des mécanismes spécifiques au cerveau pour consolider la mémoire pendant le sommeil. Et que ça va au-delà de simplement protéger ces nouvelles informations de phénomènes d'interférence ou d'autres informations qui viendraient effacer les informations qu'on vient d'apprendre. Et ça pose un certain nombre de défis expérimentaux, parce que ce n'est pas facile de juste enlever le sommeil ou de mettre du sommeil, enfin de manipuler cette variable sommeil. Maintenant, je vais vous montrer un exemple très simple, typique, il y en a plein, d'expériences qui a été faite, où on montre que le sommeil a un effet bénéfique pour la consolidation, ici, d'un apprentissage moteur. Alors ça, c'est un type d'apprentissage qui est souvent utilisé dans les expériences qu'on fait. Lorsqu'on veut faire des apprentissages moteurs, et c'est quelque chose de très très simple, c'est un peu comme jouer du piano. Alors d'ailleurs, il faut éviter les gens qui jouent des instruments de musique, parce qu'ils sont bien meilleurs pour ce genre de tâches. C'est une tâche de temps de réaction en série. Alors vous avez ici 4 doigts, on va les identifier avec un numéro. D'accord? Vous avez le doigt 1, 2, 3, et le petit doigt, c'est le numéro 4. Maintenant, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de faire le plus rapidement possible une séquence, qu'on va appeler A par exemple, où on va devoir taper le petit doigt en premier, ensuite le 1, l'index, le 4e, je ne sais jamais comment il s'appelle, et le majeur, d'accord? Et ensuite, et de nouveau le petit doigt. Donc on va faire comme ça, là, 4, 1, 3, 2, blablam, et puis on recommence, et on les fait à la suite les uns les autres, d'accord? Le but, c'est pendant 30 secondes, vous devez essayer de faire ça, d'accord? Vous pouvez essayer de faire ça. Vous devez essayer de faire ça sans erreur, et on va compter le nombre de séquences que vous avez effectuées sans faire aucune erreur pendant 30 secondes. D'accord? Ça, c'est facile, on peut compter ça facilement. On peut imaginer aussi d'autres séquences, par exemple une séquence B, vous auriez une autre... donc on peut tester toutes sortes de séquences. Alors maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qui se passe si on teste, on entraîne les gens sur une séquence comme ça,
et on les reteste après différents moments. Alors ici, ce que vous voyez, c'est un graphique qui vous montre combien de séquences ont été effectuées en 30 secondes. Alors, vous voyez qu'en moyenne, des gens, s'ils viennent de s'entraîner, ils font environ 20-21 séquences en 30 secondes. Si vous faites beaucoup moins, c'est peut-être que vous êtes aussi un peu privé de sommeil, parce que ça a aussi un effet sur ce type d'apprentissage. Alors, on a 20-21 environ. Ils sont entraînés le matin, ils sont retestés le soir, puis là, vous voyez qu'ils sont de nouveau à peu près au même niveau, en fait, 20, 21, 22, ici. Pas vraiment d'amélioration. Maintenant, ils vont dormir, et ils reviennent le lendemain, et on les reteste. Et puis, en fait, ce que vous voyez, c'est qu'on a pas moins d'oubli de la séquence, on a un bond en performance. Maintenant, les gens arrivent à faire 26 séquences en 30 secondes. D'accord ? Donc, il y a un effet qui semble être lié au sommeil, peut-être, ici, qui fait qu'on est bien meilleur une fois qu'on a dormi. Alors, vous allez me dire, oui, ben, peut-être que c'est lié au fait qu'ils ont été testés à certains moments ils ont été testés déjà 2 fois avant, ensuite ils sont retestés, donc ils sont peut-être meilleurs parce qu'on les reteste, etc. Alors imaginons la chose suivante, maintenant on les entraîne le soir, on les reteste le matin, d'accord, et à nouveau on a un bond en performance, donc c'est pas simplement lié au fait qu'on les teste 3 fois, et en plus, c'est pas non plus simplement lié au fait qu'on les teste le matin, parce que si on les reteste le soir, on voit qu'ils sont toujours très bons le soir si on les reteste. Donc les gens, après avoir dormi, on est meilleur et ça se maintient dans le temps. Et ça se maintient dans le temps, en fait, bien plus longtemps que durant une journée, ça se maintient pendant plusieurs jours. Donc on est meilleur après avoir dormi. Alors ça, ce type d'expérience, il y en a plein, je ne vais pas vous les décrire plus, parce que je pense qu'il illustre le fait qu'on peut, comme ça, tester des périodes où il y a du sommeil, où il n'y a pas de sommeil. Maintenant, Uli Schibler et Steven Perrig vont vous parler aussi d'effets circadiens potentiels. Et je ne vais pas entrer là-dedans, mais c'est aussi des choses qu'on peut manipuler expérimentalement pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un bénéfice qui vient du sommeil et pas des moments dans la journée où on teste les gens. Alors maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est en fait comment ça marche, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on est meilleur ? Je veux dire, c'est bien joli de dire on est meilleur après avoir dormi, mais qu'est-ce qui se passe en fait pendant le sommeil ? Et depuis, maintenant, presque une vingtaine d'années, on a des intuitions qui sont venues depuis il y a une vingtaine d'années, qui viennent de chez l'animal. Et des données chez l'animal indiquent que l'activité du cerveau qui a eu lieu pendant la journée, par exemple lorsqu'on apprend à faire ces séquences motrices, peuvent se réactiver spontanément lorsque les gens ou lorsque là, ici, les animaux, dorment. Alors, comment est-ce que ça a été fait ou démontré la première fois ? Je vais vous expliquer ça. Et c'est très simple. Ici, vous avez un rat, d'accord ? Et on va enregistrer dans le cerveau, directement dans le cerveau de ce rat, on va enregistrer des cellules qui se trouvent dans l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est une structure qui est un peu au centre du cerveau et qui est essentielle pour la mémoire. D'accord ? Elle permet d'encoder des mémoires récentes. D'accord ? C'est comme une sorte de sac dans lequel on met tout ce dont on vient de faire l'expérience. D'accord ? Donc, les informations récentes. Et dans cet hippocampe, il y a des cellules particulières aussi qui vont s'activer lorsque le rat est à un certain endroit dans son environnement. Alors ici, il a un environnement assez simple, c'est une sorte de labyrinthe avec des bras comme ça. Et si ce rat va, par exemple, dans ce bras en haut, eh bien, on a 2 cellules, ici, qui sont celles-ci, qui ont tendance à s'activer. Ça veut dire qu'elles ont tendance à s'activer lorsque le rat est en haut, qui vont se mettre à s'activer. Maintenant, si le rat descend, vous allez avoir lesquelles ? On va avoir probablement celle-ci, 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 d'accord ? Parce qu'elles s'activent lorsque le rat est en bas. D'accord ? C'est des cellules différentes, simplement qu'on enregistre. En effet, c'est le cas. Donc, s'il va en bas, c'est celles-ci qui vont s'activer. Donc, ce qui est génial avec ces cellules, c'est qu'en fait, on peut suivre où va le rat dans son environnement. Parce que si on en enregistre plusieurs, on sait que certaines vont s'activer lorsque le rat est en endroit, certaines autres vont s'activer lorsque le rat est ailleurs.
Donc si on fait faire au rat une trajectoire particulière, on peut s'attendre à avoir une activité de certaines cellules dans un certain ordre. Alors si on fait ça, par exemple ici on demande à ce petit rat de faire une trajectoire comme ça un peu en U, pas du tout en U, en 8 inversé, en infini. Si on lui fait faire ça, on sait qu'un certain nombre de cellules, dans l'hippocampe que vous voyez ici, vont s'activer lorsque le rat est là, d'autres cellules lorsque le rat est là, etc., etc. Donc on peut les suivre, et puis si on les ordonne dans un certain sens, on sait que celle-ci va s'activer avant une autre et avant une autre parce qu'elle code pour différents endroits, d'accord? Donc on voit ça pendant qu'on va voir une activité que vous avez représentée ici, de différentes cellules qui s'activent à différents moments, séquentiellement comme ça. Alors, la découverte, ça a été de montrer que pendant le sommeil, on retrouve ces activations pour une trajectoire qui a été entraînée, on les retrouve, on retrouve cette séquence d'activation spontanément pendant le sommeil. Donc c'est comme si le cerveau du rat est en train de s'entraîner à faire son 8. On peut aussi voir ça dans d'autres régions du cerveau, pas seulement dans l'hippocampe qui est très important pour encoder des informations de manière temporaire, des informations mémoire de manière temporaire, mais aussi dans des cortex sensoriels, par exemple dans le cortex visuel, qui lui aussi, lorsque le rat fait une trajectoire particulière, il va y avoir certaines choses que le rat va voir chaque fois qu'il se trouve à un endroit dans sa trajectoire. Donc ça veut dire qu'on a un vrai traitement d'informations pendant le sommeil, ce qui a fasciné évidemment plein de gens et ce qui a donné lieu à plein d'études, et notamment chez d'autres animaux et chez l'animal humain, comme on va voir plus tard. Donc ceci pour résumer, donc on voit qu'il y en a une réactivation spontanée et coordonnée de traces mnésiques dans l'hippocampe et dans le cortex visuel pendant le sommeil. Donc c'est comme si le rat est en train de se représenter ou rêve de son labyrinthe. La même chose a été montrée chez des oiseaux chanteurs, où les neurones qui codent pour le chant de cet oiseau sont aussi réactivés pendant le sommeil. Et ceci permet au cours du développement à l'oiseau d'affiner son chant au chant des oiseaux qui sont environnants. Ce qui est très important apparemment pour ces oiseaux chanteurs-là. Alors qu'en est-il, non pas des oiseaux, mais de l'humain? Est-ce qu'on peut observer des réactivations neuronales de ce type-là pendant le sommeil chez l'humain? Alors le plus simple, et qui est une idée de nos collègues belges géniaux, c'est d'essayer d'imaginer de faire exactement la même expérience qui a été faite chez le rat, mais de le faire maintenant chez des êtres humains. Alors il faudrait les faire naviguer dans un labyrinthe. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut utiliser par exemple des écrans qu'on va bannir pendant tout le reste de cette session, mais les écrans, donc on va placer, mais c'est pas pour, on va placer des gens, des adultes devant des écrans, et on va leur demander de naviguer dans une ville virtuelle. D'accord? Ils ont un joystick, un de ces bâtons pour naviguer dans une ville, et puis ils ont une ville qui ressemble un peu à ça. Là, vous voyez différentes images de la ville. Et leur but, c'est d'aller dans cette ville et d'essayer de l'apprendre à se repérer dans la ville. Alors, vous voyez que ça, c'est le plan de la ville, c'est assez compliqué. Donc, les gens sont entraînés, ils essayent comme ça d'explorer tous les endroits, puis après on les met à un endroit de la ville, on leur présente une image d'un autre endroit de la ville, et on leur dit, bon, maintenant tu dois essayer d'aller avec le chemin le plus court de cet endroit à cet endroit. Donc on teste l'apprentissage qu'ils ont fait, l'apprentissage spatial, d'accord, leur mémoire spatiale, la mémoire qu'ils ont acquise de cette ville. On fait ça, et ensuite on leur demande de dormir. On leur demande de dormir dans des conditions un peu particulières. On leur demande de dormir dans en fait, c'est exactement l'IRM que vous allez voir tout à l'heure, ici. Et ces méthodes d'imagerie sont géniales parce qu'elles nous permettent de voir l'activité réelle du cerveau. Et là, on va mesurer l'activité du cerveau pendant différents moments de sommeil. Et on va regarder quelles sont les régions qui sont plus ou moins activées selon les différents états de sommeil. Alors, ce qui a été trouvé, c'est qu'une région du cerveau que vous voyez ici, maintenant on a un cerveau humain que vous voyez de côté, vous voyez un peu l'œil ici,
Et ici, vous avez une partie de l'hippocampe. Et ce qu'on voit, c'est que cet hippocampe est en effet réactivé pendant que les gens dorment, en particulier pendant le sommeil lent. Je n'ai pas marqué, mais enfin pendant le sommeil lent. Mais ce qui est plus impressionnant dans cette étude, c'est que le degré de réactivation de cet hippocampe pendant le sommeil va prédire si le lendemain, les gens sont très bons ou pas bons dans la tâche. D'accord ? Leur amélioration de performance corrèle avec le degré de réactivation, de réactivation de l'hippocampe pendant le sommeil. Donc on a un lien, c'est une corrélation, on a un lien entre le fait que cet hippocampe soit activé et les gens sont meilleurs le lendemain pour faire cette tâche de mémoire spatiale. Donc maintenant, en fait, et ça c'est marrant parce que ça a été montré d'abord chez l'homme, le fait que ça a un impact sur la performance, et récemment les mêmes choses ont été montrées chez le rat. Donc ça fait un peu, on est souvent en train de faire des va-et-vient entre la recherche chez l'animal et la recherche chez l'humain. Alors maintenant, ok, c'est bien, on a l'hippocampe qui est réactivé, mais on ne sait pas vraiment si les gens sont en train de rejouer le fait qu'ils sont dans le labyrinthe, en train de revisiter le labyrinthe, etc. Est-ce que c'est vraiment une réactivation de vraie mémoire? Alors là, c'est un peu difficile parce qu'il faudrait soit réveiller les gens, leur demander leurs rêves, mais c'est très compliqué dans des expériences comme ça, enfin dans des expériences d'imagerie. Alors avec des collègues à Paris, on s'est dit, mais peut-être qu'on pourrait faire un truc... on pourrait profiter d'une anomalie de la nature, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, et Stephen Perrig en parlera dans la prochaine présentation, qui bougent lorsqu'ils dorment. D'accord ? Il y a des gens qui, au lieu de rester sagement dans leur lit et en atonie musculaire, etc., ils se mettent à agir leurs rêves ou à bouger, comme dans les somnambules. D'accord ? Et on s'est dit, si c'est le cas, que certaines informations récentes sont réactivées pendant le sommeil, qu'est-ce qui se passerait si on entraîne des gens à faire un apprentissage moteur qu'on pourrait voir, disons. Je vais vous le montrer, il est comme ça. On leur demande aux gens de faire un apprentissage où ils doivent taper sur certains de ces boutons, là, vous voyez différentes couleurs selon une certaine séquence. Est-ce que c'est possible qu'on voit une réactivation de ces mouvements de manière spontanée lorsque les gens dorment, chez ces gens particuliers qui vont avoir des comportements pendant le sommeil? En fait, c'est ce qu'on a pu montrer. On a pu montrer que c'est le cas. On peut observer une réactivation ou une réexécution de ces mouvements pendant le sommeil. Donc là, on a des enregistrements qui sont faits avec des caméras infrarouges qui sont typiquement utilisés dans les laboratoires de sommeil comme celui du docteur Perrig. Donc oui, on peut avoir des réactivations organisées. C'est des vrais bouts de mémoire qui peuvent être réactivés pendant le sommeil. Alors, une autre manière de voir les choses, c'est, comme je l'ai évoqué juste avant, c'est peut-être de se dire, est-ce qu'on peut demander aux gens à quoi ils ont pensé? Je vous dis, ça c'est compliqué à associer avec des méthodes d'imagerie. Alors là, ici, il faut beaucoup d'observations avant de pouvoir imaginer pêcher quelques contenus mentaux qui sont en lien avec une tâche qui a été entraînée. Alors, ce qui a été fait dans l'étude suivante, c'est d'utiliser exactement le même principe de réalité virtuelle, c'est-à-dire on est face à un écran, on doit visiter une ville. Maintenant, elle a un aspect un peu différent, c'est plus comme vraiment un labyrinthe avec certains indices, comme ici cette pyramide, etc. Ici, vous avez le plan de cette ville, de cet environnement. Donc, à nouveau, les gens sont dans cet environnement virtuel, ils doivent naviguer, essayer d'apprendre. Et ensuite, on leur propose de faire une sieste. D'accord ? Et au moment où ils s'endorment, au moment où ils commencent à s'endormir, on les réveille, on leur demande à quoi ils sont en train de penser. Aussi, on les laisse ensuite, un autre groupe, on les laisse dormir, on les réveille à la fin de la sieste, on leur demande à quoi ils ont pensé. D'accord ? Donc, on va essayer de récolter le plus d'informations sur le contenu mental qui a eu lieu pendant le sommeil. Et en fait, les résultats sont assez spectaculaires parce que c'est ce que vous voyez ici avec une grande barre. Cette grande barre, c'est la performance, le gain en performance des gens qui ont dormi et qui ont eu des pensées qui étaient en lien avec cette tâche de navigation. Ici, vous avez des gens qui ont dormi mais qui n'ont pas eu de pensée en lien avec cette tâche de navigation. Ici, vous avez des gens qui n'ont pas dormi, c'est des gens qui étaient restés réveillés pendant le même laps de temps.
Donc vous voyez qu'il semble qu'il y ait un lien entre ces deux choses, c'est-à-dire entre le contenu mental et le fait que des mémoires sont réactivées pendant le sommeil. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que si on rêve de quelque chose, on va améliorer sa mémoire? C'est pas ça que ce résultat dit. Ce résultat dit simplement que si on est en train de réactiver ou de retravailler sa mémoire, il y a plus de chances qu'on ait aussi un contenu mental qui est en lien avec cette réactivation. Pour résumer, on peut avoir des réactivations neuronales chez le rat, chez l'oiseau chanteur, chez l'humain, même à un niveau de contenu mental. Maintenant, en fait, c'est assez génial. Je veux dire, en réactivant des mémoires pendant le sommeil, on a une meilleure consolidation en mémoire, ce serait bien de pouvoir, je sais pas, augmenter cette réactivation. Faire un truc pour qu'on puisse augmenter. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut secouer les gens pendant qu'ils sont en train de dormir? Ça ne va probablement pas marcher, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on favorise cette réactivation de certains souvenirs dont on aimerait bien garder une mémoire forte? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Intervenir comme ça. Je vais vous raconter alors une autre histoire avant, comme ça peut-être ça vous donnera une idée. Alors il y a plus d'un siècle, même un siècle et demi presque maintenant, ça c'est mon auteur favori, Léon d'Hervé de Saint-Denis, qui a écrit un livre qui s'appelle Les rêves et les moyens de les diriger. D'accord, ici vous avez la photo l'illustration en fait du frontispice de ce livre. Puis ici vous avez Monsieur Hervé de Saint-Denis, qui est ici d'ailleurs, qui apparaît ici dans un rêve apparemment. Alors, je vais vous raconter l'histoire une expérience qu'il a imaginée. Il a fait plein d'expériences. Donc c'était un sinologue, il était, comment on dit, bref, il faisait partie de l'Académie française, etc. C'est une sorte d'intellectuel érudit, comme il en existait à l'époque. Malheureusement, ça n'existe plus tellement de nos jours, mais qui faisait plein de trucs différents et qui s'était intéressé aussi aux rêves depuis, la légende veut que ça soit depuis qu'il avait 14 ans ou 13 ans. Et il a noté ses rêves. Et dans ce livre, en fait, il présente, enfin toute la première partie du livre, présente une série d'expériences qu'il a faites essentiellement sur lui-même, mais de manière scientifique, de manière très rigoureuse, scientifiquement, comme vous allez le voir. Donc là, je vous montre une de ces expériences, puis après peut-être ça vous évoquera une manière de peut-être favoriser de la réactivation pendant le sommeil. On va l'appeler l'expérience du parfum. Et puis, je ne vais pas tout lire, mais je vous l'explique. Alors, ce qu'il a fait, c'est la chose suivante. Avant de partir en voyage, il voyageait souvent, il faisait plein de choses comme ça, il a demandé à son parfumeur de lui créer un parfum spécial, nouveau, qu'il n'aurait jamais encore senti. Et avant de partir en voyage, il l'a fermé hermétiquement, il a gardé ça dans sa bouteille, et il est parti en voyage. Une fois sur les lieux du voyage, il a ouvert sa bouteille et humecté son mouchoir de poche avec ce parfum tous les jours. Puis comme il dit, et c'est assez rigolo, il dit « Et cela malgré les réclamations et les plaisanteries que cette recherche ne manquait pas de susciter », parce qu'il faisait avec son truc là tout le temps en train de mettre son parfum. Et avant de partir, de revenir chez lui, il a bouché hermétiquement cette bouteille de parfum, il a fait laver ses habits, etc. Il est revenu, et quelques mois plus tard, il a demandé à son domestique de laisser tomber quelques gouttes de ce parfum sur son oreiller, comme il dit, un soir sans m'en avertir, ou quelque chose comme ça. Donc il ne devait pas censé être averti. Et une dizaine de jours plus tard, Hervé de Saint-Denis se réveille et a rêvé de son voyage extraordinaire, avec plein d'images très détaillées, etc. Et c'est évidemment le jour où, la nuit où son serviteur avait mis un peu de parfum. Il a répété l'expérience plusieurs fois, à des intervalles différents. Il a répété ça aussi avec des sons, avec toutes sortes d'autres modalités, pas seulement les parfums, mais aussi des sons qui avaient été associés à des partenaires de danse. Il a fait des goûts associés à d'autres choses, etc. Et chaque fois, en présentant ces stimuli sensoriels, ces parfums ou comme ça, qui avaient été associés à quelque chose,
pendant le sommeil, enfin, les présentant pendant le sommeil, il arrive à réévoquer, dans des rêves ici, des souvenirs associés. Alors, et maintenant, vous pouvez imaginer ce qu'on peut faire. Non ? Si on veut essayer de réactiver de la mémoire, voilà, exactement, on fait un truc. On fait la version moderne de l'expérience de Hervé de Saint-Denis, qui a été faite par une équipe d'Allemands. Puis c'est en fait une expérience vraiment très simple, très proche de ce qui a été fait à l'époque, sauf que Hervé de Saint-Denis n'était pas tellement intéressé par l'apprentissage. Il était intéressé par les phénomènes de mémoire, mais pas tellement par la consolidation en mémoire. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est est-ce qu'on peut consolider de la mémoire. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que des sujets sont invités à participer à une expérience, généralement des jeunes étudiants. Ils viennent, on leur présente ici un jeu de memory. D'accord ? Donc, chaque fois, vous devez apprendre des paires de cartes où elles se situent. Donc, c'est un apprentissage spatial. En même temps qu'ils apprennent, on diffuse dans la salle une odeur de rose. Ok, ça peut être une autre odeur, mais c'est une odeur de rose dans cette expérience. Ensuite, on propose au sujet de dormir, de passer la nuit dans le laboratoire, et on va diffuser cette odeur de rose ou une autre odeur qui n'est pas en lien avec l'expérience à différents moments dans le sommeil. Et la question, évidemment, c'est de savoir est-ce que ça a un impact, le fait d'avoir présenté ces odeurs a un impact sur les performances de mémoire le lendemain. Ces performances, on va les tester sans odeur, bien entendu. L'idée, c'est de se retrouver dans une situation neutre. Alors, ces chercheurs ont testé toutes sortes de possibilités en présentant l'odeur pendant le sommeil lent, pendant le sommeil paradoxal, que vous avez ici, c'est les gros traits noirs, etc. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a une amélioration de performance nette et très significative quand le parfum a été associé à l'apprentissage, d'abord. Il faut d'abord qu'il ait eu cette association, et est présenté pendant le sommeil lent. D'accord ? Donc, on a quelque chose on a un mécanisme maintenant par lequel on peut améliorer de la mémoire. Bon, je ne pense pas que c'est très utile et très comment on dit ça, pratique dans des classes, d'imaginer diffuser des odeurs, envoyer les élèves avec des petits flacons à la maison, demander aux parents d'essayer de monitorer quand est-ce qu'on est en sommeil lent, ça serait un peu compliqué. Ce que ça nous dit néanmoins, c'est que maintenant, on peut dire qu'on a prouvé qu'il y a un lien causal entre ces réactivations et l'amélioration en mémoire. On sait aussi que lorsqu'on fait ça, lorsqu'on met ce parfum pendant le sommeil lent, on va activer plus l'hippocampe. Donc ça c'est. Donc maintenant on sait qu'on a un mécanisme qui permet de nous expliquer comment est-ce qu'on peut consolider la mémoire pendant le sommeil. Alors maintenant comment. Pas trop long, c'est ça. Oh, mais bon. Alors, je ne vais pas faire trop long. Je vais couper un petit bout. Alors, comment est-ce que ça marche ou comment est-ce qu'on peut... Quel est le modèle qu'on utilise aujourd'hui pour comprendre ce phénomène ? Le modèle actuel, on peut le décrire comme ça, le modèle au niveau cérébral. Ici, ce que vous avez, c'est l'hippocampe, dont je vous ai déjà parlé. Donc, dans l'hippocampe, vont être encodées de manière temporaire des informations. D'accord ? On a, pendant l'éveil, des informations, alors qui sont représentées par ce sort de petits triangles, là, par exemple, les informations vont être encodées de manière temporaire. Et elles sont encodées, elles vont d'abord aller au niveau cortical, traitées au niveau cortical, c'est-à-dire le cortex, c'est tout ce qu'on a là autour qui nous permet à l'extérieur, disons plutôt du cerveau, et qui permet de traiter, par exemple, d'aspects visuels ou d'aspects sensoriels, prendre des décisions. Imaginez qu'on est en train de voir, on est en train de faire ce memory, on voit les images du memory. Ces images sont traitées par le cortex et sont envoyées à l'hippocampe. L'hippocampe, il est là, il va garder ça de manière temporaire. Et pendant le sommeil, en particulier pendant le sommeil lent, alors qu'on n'a pas d'informations qui sont en train de venir de l'extérieur, de manière spontanée, ces souvenirs qui sont dans l'hippocampe vont être réactivés. Et ceci a lieu en particulier et grâce à ces oscillations lentes qui ont lieu pendant le sommeil lent et dont on reparlera à la prochaine présentation. Ensuite, donc ici, ce qu'on va faire, c'est vraiment comme si on réévoque au niveau cortical, on va réévoquer
Voilà, les images qu'on a vues, toutes ces expériences. D'accord ? Donc on va avoir une sorte de consolidation. C'est vraiment comme si on fait un exercice, on répète l'exercice maintenant pendant la nuit. Et que se passe-t-il pendant le sommeil paradoxal, dont je ne vous ai pas tellement parlé maintenant? Ce qui se passe, c'est qu'on a une réactivation qui se passe au niveau maintenant cortical et qui permet à ces nouveaux souvenirs qu'on vient de réévoquer d'être maintenant incorporés dans tous les autres souvenirs que vous voyez à côté. Ça, c'est tous les autres souvenirs. On doit en mettre un nouveau là-dedans, donc il faut réorganiser un peu tous nos souvenirs. Et ça, c'est fait en particulier pendant le sommeil paradoxal. Donc maintenant, si vous imaginez qu'on doit réorganiser, j'ai bientôt fini, qu'on doit réorganiser tous nos souvenirs parce qu'on est en train d'apporter de l'information nouvelle, ça veut dire que potentiellement, on va générer, on va modifier un petit peu nos souvenirs et on pourrait générer des idées nouvelles ou faire des associations nouvelles parce qu'on est en train de modifier un petit peu ces réseaux de mémoire qu'on a qui sont encodés ici. Et en fait, on sait tous qu'il y a de nombreux scientifiques qui ont rapporté avoir eu des idées pendant le sommeil, enfin des idées particulièrement nouvelles pendant le sommeil. Et ça, on peut imaginer que c'est lié au fait que pendant cette période de sommeil, notamment pendant le sommeil paradoxal, certaines informations qui sont habituellement pas évoquées ensemble ou pas de cette manière-là, le sont et permettent d'avoir des idées nouvelles. C'est aussi que beaucoup d'artistes, que ce soit des écrivains, là, il y a quoi, des musiciens différents, disent aussi avoir eu de l'inspiration pendant le sommeil ou pendant leurs rêves. Je vais aller très vite maintenant, puisque j'ai passé mon temps déjà. Ah oui, d'accord, bon, alors on va passer très vite. Pour dire juste une chose, c'était rapide, hein. En fait, j'ai aucune notion du temps, mais voilà. Pour dire, mais j'ai mon agenda qui est là, c'est bien. Pour dire une chose, c'est que très récemment, et là vous voyez qu'on est avec un numéro, enfin vous voyez peut-être pas, mais qu'on est avec un numéro d'avril 2013, c'est que très récemment que le type d'études que je vous ai présenté commence à être effectué chez les enfants, en fait. Et puis en fait, jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été trouvé, c'est que les principes que je vous ai présentés avant sont aussi valables chez les enfants. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour tout, parce qu'on est vraiment tout au début de ces recherches. C'est aussi pour ça qu'on fait le projet auquel on vous invite de participer. C'est pour mieux comprendre comment est-ce que le sommeil interagit aussi avec la cognition en général. Donc, pour conclure, moi je vous ai présenté un certain volet de l'importance du sommeil, en particulier l'importance du sommeil pour l'apprentissage et la mémoire. Mais on sait que c'est aussi important, que le sommeil est aussi très important pour l'attention soutenue. C'est-à-dire que si on doit apprendre des nouvelles choses après avoir mal dormi, eh bien on va les apprendre pas bien. Donc il ne s'agit pas maintenant de consolider de l'information, mais vraiment d'apprendre des nouvelles choses. Si on a mal dormi, on va moins bien les apprendre. Aussi tout un pan tout un volet de fonctions qui sont affectées lorsqu'on ne dort pas assez. Ce sont les émotions, et c'est un thème sur lequel nous travaillons aussi dans mon équipe. On sait que si on a mal dormi, on est irritable, on a une plus grande labilité émotionnelle, on a des risques de dépression, vous en avez parlé avant. Et aussi, ce qu'on sait, et ça vous concerne directement, si vos élèves ont mal dormi, même si vous n'y pouvez pas forcément grand-chose, si vos élèves ont mal dormi, ils peuvent être mal évalués, en fait, leurs actions. C'est-à-dire pas être sensibles à la punition, par exemple, mais être très sensibles au fait qu'on les récompense. Ils voient un truc qui leur fait envie, ils se disent « Waouh, je vais aller le prendre », sans penser aux conséquences futures qui seraient par exemple une punition. Et ça, on sait que c'est lié au fait que pendant le sommeil, certains circuits qui sont importants pour la prise de décision sont régulés, si vous voulez, et puis le lendemain matin, on est dans un état meilleur pour prendre des décisions. Donc ça, c'est aussi tout un pan de recherche. Donc il n'y a pas uniquement la mémoire que je vous ai présentée aujourd'hui, mais il y a d'autres volets qui sont affectés et qui font aussi l'objet de recherche. Je suis désolée d'avoir été trop lente. Et voilà. Alors, donc on peut. Ça, c'est l'autre pan, c'est que si on ne dort pas assez, c'est possible que vous vous retrouviez face à des choses comme ça dans vos classes, mais il ne faut surtout pas les déranger.
Bon. Voilà, j'ai terminé. J'imagine que la présentation de Sophie a suscité beaucoup de questions. On a dépassé le temps, mais on va quand même en prendre une. Je pense que, Sophie, tu peux être à disposition aussi après. Si mais jamais... sinon, il n'y a pas de problème. On peut faire un... Sauf s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a une question brûlante? Ouais, voilà. Moi, je suis aussi là après. Donc... Pas de questions brûlantes. D'accord. Ah c'est fantastique, voilà. J'ai utilisé très bien mon temps. C'était très clair, n'est-ce pas? Attends, par contre, il faut... Je te laisse, nickel.